Bonjour et bienvenue à cet nouvel épisode en conversation. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir un grand ami du réseau Enfants Retour, un partenaire avec qui on travaille en étroite collaboration dans les dossiers de disparition, le sergent Patrick Berthelot, qui est responsable d'équipe division des disparitions et dossiers non résolus, service des projets d'enquête spécialisés à la Sûreté du Québec. Patrick, merci beaucoup d'être là aujourd'hui et bienvenue. Un réel plaisir, Patrick. Pat, je voulais te demander tout de suite en entrée de jeu, on va avoir quelques différents sujets là, qu'on va discuter ensemble. J'aimerais tout de suite en partant, si tu pourrais, s'il vous plaît, nous expliquer quand on parle, au niveau de l'alerte Amber, pardon, si tu peux nous expliquer le processus au niveau de la décision qui est rendue à votre niveau pour déclencher une alerte Amber dans les cas de disparition. Oui, absolument, Patrick. Au fait, après qu'une plainte soit portée par une citoyenne ou un citoyen, le superviseur de patrouille va rapidement valider le bien fondé de l'événement et entrer immédiatement en contact avec le Centre de vigie et de coordination opérationnelle de la Sûreté du Québec, qui est un centre de vigie ouvert 24 heures, 7 jours sur 7, et qui est disponible pour toute demande d'assistance policière, mais qui est également en fonction afin de rediriger une demande d'assistance ou un événement aux spécialistes de garde. Okay. Donc, dans le cas d'une alerte Amber, par exemple, lorsque le Centre de vigie et de coordination opérationnelle va recevoir l'appel du superviseur de patrouille, va immédiatement contacter le spécialiste de garde, qui va être le coordonnateur en disparition-enlèvement sur mon équipe, qui va être de garde à ce moment-là. Immédiatement par la suite, il faut savoir que le coordonnateur va appeler le superviseur de patrouille en devoir dans le but de valider avec lui s'il y a présence des 3 critères qui sont nécessaires au déclenchement d'une alerte Amber. Donc, il va voir avec lui en lui posant des questions par rapport à l'événement en cours. Est-ce que les critères sont présents ou non? À partir du moment où le coordonnateur conclut qu'il y a bel et bien présence des 3 critères, il va à ce moment-là, lui, contacter le directeur des enquêtes criminelles de la Sûreté du Québec, qui est de garde pour les alertes Amber, okay, et demander l'autorisation du déclenchement de l'alerte Amber. Il faut comprendre que... Oui, je m'excuse. Quand tu parles des critères, est-ce que tu pourrais élaborer exactement c'est quoi les 3 critères? Oui, absolument. Le premier critère, il faut que le corps de police ait les motifs raisonnables de croire qu'un enfant, donc une personne âgée de moins de 18 ans, a été victime d'un enlèvement. Okay. Et comme deuxième critère, le corps de police doit posséder les informations à l'effet que l'enfant pourrait être en danger de subir des lésions corporelles graves ou être en danger de mort. Et le troisième et dernier critère, le corps de police doit posséder suffisamment d'informations sur l'un ou l'autre des critères suivants, c'est-à-dire l'enfant, le suspect et le moyen de transport utilisé. OK, parfait. Donc, les 3 critères au Québec nécessaires au déclenchement d'une alerte Amber sont ces critères-là. Excellent, parfait. Et par la suite, bien, lorsque, par exemple, lorsque le coordonnateur demande l'autorisation de déclenchement, tout ça se fait quand même très rapidement, d'une façon extrêmement efficace. Il faut le spécifier. Et lorsque le déclenchement est autorisé, il y a plus de 300 partenaires qui sont avisés, dont les médias, okay, et ce par le biais du service des communications de la Sûreté du Québec et également de Québec en alerte, qui est un partenaire pour le déclenchement des alertes Amber. Et une autre chose qui est importante aussi à ajouter, je crois, c'est que il ne faut pas oublier que l'alerte Amber, c'est un processus additionnel et exceptionnel à l'enquête qui est déjà en cours dans le cas d'un enlèvement. Oui. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'avoir vécu à plusieurs fois,
aucun effort n'est ménagé par les policiers dans ce genre de dossier-là, qu'une alerte Amber soit déclenchée ou non, au fait. OK, parfait. Est-ce que, justement, une fois que l'alerte Amber est en place, je crois que les gens maintenant, aujourd'hui, sont habitués, ils connaissent un peu le fonctionnement avec les médias où on voit un message qui circule le bas de l'écran à la télévision. On a vous avez accès aux gros panneaux de Transport Québec sur les autoroutes à travers la province. Et aussi, on reçoit des messages sur nos téléphones intelligents. À quel moment, une fois que tout le processus est fait, qu'est-ce qui fait que vous décidez de retirer l'alerte? À quel moment est-ce que cette décision-là est prise? Au fait, de la façon dont ça fonctionne, c'est que l'entente qui est conclue avec les médias, c'est que le temps minimal de diffusion demandé aux médias est de 5 heures dans un premier ordre d'idée. Dans un deuxième ordre d'idée, si le déclenchement s'effectue après 21 heures, bien, on demande à ce que la diffusion continue de se faire jusqu'à minimalement 9 heures le lendemain matin. OK. Donc, l'entente avec les médias dans le cas d'une alerte Amber, c'est ça. L'alerte va être retirée, bien, par exemple, lorsque l'enfant est retrouvé, évidemment, ou lorsque la Sûreté du Québec va le demander. OK. Puis, il faut savoir aussi que les médias peuvent mettre fin à la diffusion de l'alerte Amber dans le délai minimal, mais après le délai minimal, même si l'enfant n'est toujours pas retrouvé. OK. Parfait. Oui. Excellent. Un autre, merci beaucoup pour la clarification, parce que je pense que c'est important souvent, surtout dans les dossiers où ce que l'alerte Amber a été utilisée, on entend souvent pourquoi que ça n'a pas été utilisé dans tel dossier et pourquoi que ça n'a pas été fait aussi rapidement. Et là, je pense que c'est là qui est important aussi pour les gens de comprendre que, comme tu disais tout à l'heure, l'enquête se fait, il y a un déclenchement qui se fait au niveau des outils utilisés et l'alerte Amber, comme tu disais tout à l'heure aussi, c'est exceptionnel quand c'est utilisé et ça ne veut pas dire parce que certains dossiers ne se retrouvent pas sous l'alerte Amber qu'ils ne sont pas enquêtés de la même façon. Là. Non, absolument, Patrick, c'est un bon point. Hein? Il faut rappeler aux gens que ce n'est pas parce que l'alerte Amber n'est pas déclenchée qu'il n'y a pas un déploiement policier, tant au niveau de la patrouille que des enquêtes énormes qui se fait. Encore une fois, pour l'avoir vécu à plusieurs reprises, il nous arrive fréquemment de devoir évaluer les critères Amber en temps réel avec un service de police. Puis, sans qu'on ait besoin de déclencher l'alerte Amber, bien, on réussit à retrouver sain et sauf l'enfant. Évidemment, les gens ne sont pas au courant parce que l'alerte Amber n'est pas déclenchée, mais je peux te confirmer que tous les efforts sont mis en œuvre et toutes les ressources nécessaires sont mises en œuvre par la Sûreté du Québec, que l'alerte soit déclenchée ou non. Absolument. Parfait. Ouais. Merci. L'autre question, j'aimerais qu'on puisse voir, c'est l'aspect des dossiers non résolus. Quand on parle de dossiers non résolus, à votre niveau, ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce qui fait qu'un dossier se retrouve sous cette classification-là? Par rapport aux dossiers non résolus, je pense que je vais commencer par faire une petite distinction. On a un dossier résolu au niveau, par exemple, des cold cases, ce qu'on appelle les cold cases. Okay. Donc, un cold case, c'est un dossier de meurtre non résolu ou un dossier de disparition non résolu, mais qui est enquêté comme un meurtre. Okay. Donc, ça, c'est dans la catégorie cold case, Parfait. dont les équipes font partie de la même division que moi. Par rapport à mon équipe, par rapport aux disparitions,
lorsqu'on parle d'un dossier non résolu, bien, ça demeure un dossier non résolu de disparition. Donc, soit que plusieurs tailles sont encore possibles ou soit qu'on ne connaît pas encore présentement la raison pour laquelle la personne est disparue. Fait que ça demeure vraiment une disparition. Et au niveau de la gestion de mon équipe, au niveau de la province de Québec, parce qu'il faut savoir qu'on est principalement un bureau de coordination. Donc, sur mon équipe, j'ai des coordonnateurs, j'ai des enquêteurs. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'en plus d'enseigner à l'École nationale de police, au quotidien, on coordonne des dossiers de disparition avec les policiers pour leur expliquer la marche à suivre. Ça concerne autant les dossiers en temps réel que les vieux dossiers. Okay. Fait que les spécialistes sur mon équipe vont leur expliquer comment bien enquêter un dossier de disparition, puis comment aller de l'avant avec différentes phases dans un dossier de disparition. Les seuls dossiers qu'on va prendre en responsabilité opérationnelle sont les dossiers d'enlèvement parental extra-provincial, par exemple. Okay. Okay. Ça va être enquêté par les gens de mon équipe, à l'exception des dossiers sur le territoire de la Ville de Montréal qui sont enquêtés par le SPVM. Parfait. Okay. Donc, pour revenir aux dossiers non résolus, c'est que là, on appelle ça, nous autres, des dossiers de plus de 60 jours. Donc, dès qu'un dossier de disparition n'est toujours pas résolu sur le territoire de la Sûreté du Québec après 60 jours, l'enquêteur responsable du dossier va être avisé par son supérieur de contacter un coordonnateur de mon équipe. Donc, le coordonnateur de mon équipe va lui parler, va lui demander de se faire numériser le dossier et va l'analyser et l'étudier. Okay. C'est là qu'il va y avoir une discussion entre les deux. Et c'est aussi en quelque sorte à partir de ce moment-là que le dossier de disparition va entrer un peu dans une autre phase d'enquête. Okay. Par exemple, le membre de mon équipe va voir différents volets avec l'enquêteur responsable au dossier. Il va voir, par exemple, la qualité de l'enquête en général du dossier. Il va également voir le volet de détection de crime, le cas échéant. Puis, il va aussi s'assurer que tous les aspects facilitant une identification soient présents dans le dossier. Fait, par exemple, on peut penser à l'ADN ou les fiches dentaires. Okay. Donc, dans nos dossiers de plus de 60 jours, c'est ce qu'on fait au quotidien avec les enquêteurs de la Sûreté du Québec. Et également, à la toute fin, on est aussi responsable de faire les demandes à la GRC pour l'affichage des dossiers sur le site Disparu Canada. OK. C'est également au niveau de mon équipe. Parfait. Ouais. C'est un bon point que tu soulèves, puis je voulais te demander brièvement, à quel moment, justement, dans ces dossiers-là, est-ce qu'une demande d'ADN des membres de la famille du disparu, elle est faite? Parce que ce n'est pas un automatisme, j'imagine, en partant. Je crois qu'à un moment donné, quand on n'a plus de nouvelles de la personne disparue, ça devient un autre outil, à moins que je me trompe, là, au niveau de vos enquêtes, l'échantillon d'ADN se fait à quel moment, à ce moment-là? Bien, ce qu'il faut savoir, Patrick, c'est que, évidemment, le but ultime dans ces dossiers-là, c'est de toujours retrouver très rapidement la personne disparue vivante. Oui. Donc, lorsque les enquêteurs enquêtent ce genre de dossier-là et lorsque nous, on les coordonne, le but ultime, c'est ça. Malheureusement, dans certains cas, ça sera impossible, malheureusement, mais on doit faire en sorte de pouvoir retrouver au moins le corps de la personne disparue pour minimalement donner quelques réponses aux familles qui vivent une tragédie. Absolument. Donc, afin de satisfaire, par exemple, aux exigences du bureau du coroner pour faire une identification formelle, okay, lorsque le corps sera retrouvé, bien, c'est là que l'ADN devient essentiel, mais également aussi la fiche dentaire, pour être en mesure de faire une identification formelle. Parfait. Donc, c'est sûr qu'on va s'ajuster, c'est du cas par cas, donc on va s'ajuster au dossier. À partir de quel moment on va demander soit des items personnels ou un échantillon familial pour l'ADN, ça, on va le faire au cas par cas avec l'enquêteur au dossier, mais de plus en plus, ça se fait quand même assez rapidement.
Parfait. Ouais. J'apprécie que tu clarifies ce bout-là parce que j'admets, autant pour vous comme enquêteurs et nous au niveau du réseau Enfer Retour qui travaillons en étroite collaboration aussi avec les familles, c'est un sujet, c'est sûr qu'on ne veut jamais se rendre à ce point-là dans une disparition, mais malheureusement, comme on le voit, que ce soit sur nos affiches, que ce soit à votre niveau, et comme tu dis, avec la GRC, avec Disparu Canada, les gens peuvent voir qu'on parle, malheureusement, il y a des dossiers de longue date qui sont toujours non résolus. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un sujet qui est délicat quand on parle d'avoir de l'ADN et d'avoir les empreintes dentaires pour clore un dossier officiellement, mais ça fait partie de la réalité aussi de ce qu'on vit dans certains dossiers. Oui, absolument. Puis, il ne faut pas oublier que l'objectif ultime, encore une fois, c'est de soutenir les familles impliquées, de leur donner le plus de réponses possible, le plus rapidement possible. C'est extrêmement important pour mon équipe et pour l'avoir vu à plusieurs reprises. Lorsque, par exemple, on fait l'annonce à une famille de la découverte du corps du membre de la famille concernée qui était disparu depuis longtemps, effectivement que c'est un choc. Parce que là, les familles se font confirmer que la personne est décédée. Et ce que les familles nous disent aussi beaucoup, c'est que c'est un grand soulagement parce qu'ils peuvent, dans leur processus de deuil, passer à autre chose, au moins continuer à avancer. Oui. Lorsque ces familles-là nous disent ça, nous, c'est notre carburant. C'est notre carburant parce qu'au moins, on voit qu'il y a une certaine satisfaction ou il y a un nouveau chapitre qui va s'ouvrir pour la famille en question. Fait que pour nous autres, c'est très, très, très important. Absolument, absolument. Merci. Pat, on arrive déjà à la fin. C'est toujours très intéressant. On pourrait en parler de longues heures, mais écoute, on est rendu à la dernière question qui, je crois que ça démontre aussi, avec l'exemple que tu vas nous présenter, ça démontre le partenariat, le travail qui se fait dans ces dossiers-là. Et si tu me permets un sujet un petit peu plus léger aussi, je voulais te demander, dans ton expérience, dans les cas, les enquêtes dont tu as été impliqué, est-ce qu'il y a un dossier en particulier que tu pourrais discuter et nous parler un peu de ce qui a été fait, l'intervention qui se fait dans ce dossier-là en particulier? Oui, en fait, il y en a plusieurs, ouais. mais j'en doute pas, oui. Mais tu sais, fait important aussi, ce qu'il faut rappeler aussi aux gens, hein, c'est qu'un dossier de disparition ne peut jamais être fermé tant aussi longtemps que la personne n'est pas retrouvée. Ça, je trouve important de le clarifier avec les gens pour les rassurer parce que des fois, ce n'est pas clair. On se le fait poser aussi comme question parce que des fois, les gens n'ont pas de nouvelles ou ça peut prendre un certain temps. Mais il faut rassurer les gens que ce n'est pas parce que le temps avance ou parce que c'est sûr que pour ces personnes-là, la notion du temps n'est pas du tout pareille. Là. Ça paraît une éternité. C'est tout à fait comprenable. Ouais. Mais je veux rassurer les gens qu'au Québec, un dossier de disparition ne peut pas être fermé tant aussi longtemps que la personne n'est pas retrouvée. Parfait. Donc, les policiers travaillent d'arrache-pied jusqu'à ce qu'on puisse au moins retrouver la personne. Puis dans tous ces dossiers-là, autant au niveau disparition ou enlèvement, tu sais, par exemple, tantôt, je te disais, Patrick, qu'on prenait en responsabilité opérationnelle. Donc, qu'on enquêtait nous-mêmes certains dossiers qui étaient les dossiers d'enlèvement parental extra-provincial. Oui. Je pense à un dossier en particulier l'an passé où un père a enlevé ses enfants puis est retourné dans son pays d'origine, en Afrique du Nord.
Puis, la mère des enfants, ici au Québec, évidemment, on portait plainte pour enlèvement parental extra-provincial. Donc, on s'est chargé de l'enquête. Évidemment qu'on ne travaille pas seul dans ce genre de dossier-là. Oui, la police en fait beaucoup. Oui, c'est le mandat de la police de retrouver les personnes. Mais on travaille avec beaucoup de partenaires, tant au niveau provincial, canadien qu'international. Puis, évidemment, le réseau Enfants Retour fait partie de nos précieux partenaires depuis plusieurs années dans plusieurs types de dossiers, dont ces dossiers-là. Et le dossier en question, la façon dont ça a fonctionné, c'est qu'avec l'aide de nos partenaires, on a pu, par exemple, savoir que la personne revenait brièvement au Canada. On parle du père de la personne suspecte. Oui. Ça nous a permis d'établir une stratégie pour pouvoir procéder à son arrestation rapidement, mais ça nous a aussi permis de pouvoir ramener les enfants qui étaient demeurés dans le pays d'origine, de pouvoir ramener les enfants ici au Québec sains et saufs pour qu'ils puissent retrouver leur mère. Okay. C'est sûr que ce dossier-là, on est toujours en attente du processus judiciaire dans ce dossier-là. Pourquoi je donne cet exemple-là en particulier? Oui, parce qu'il s'est bien terminé dans les circonstances, mais c'est aussi pour expliquer aux gens que les policiers, on est là pour ça. On est là pour eux, puis de jamais perdre espoir. Tu sais, comme par exemple, dans ce dossier-là, c'est quand le pays n'est pas signataire de la Convention de la Haye. Oui. C'est comme moi, Patrick, que ça devient très, très, très compliqué pour les instances québécoises, canadiennes, de pouvoir aller loin dans ce dossier-là et de pouvoir avancer dans ce dossier-là. Oui. Ce n'est pas impossible. Okay. Ce n'est pas impossible, puis ce dossier-là en est un bon exemple. Donc, on est très fiers d'avoir pu, évidemment, ramener les enfants sains et saufs à leur mère, mais également d'avoir pu procéder à l'arrestation du parent qui avait enlevé les enfants. Donc, c'est un peu ça aussi le message que je veux, un message d'espoir que je veux expliquer aux gens, c'est que même si les dossiers peuvent paraître difficiles, oui. Eh bien, on est capable, les policiers, avec l'aide de nos partenaires, d'arriver à de belles conclusions. Absolument. Oui. Tu sais, puis j'apprécie justement que tu soulèves le point que c'est des dossiers qui sont complexes, surtout au niveau international. Et comme tu dis, des pays non signataires de la Convention de la Haye viennent malheureusement parfois compliquer votre travail, autant à votre niveau que les autres partenaires qui sont impliqués dans ces dossiers-là. Mais qu'en effet, le travail qui se fait, la participation qui est impliquée dans ces dossiers-là, et ça, je le dis souvent et je le répète parce que je pense que c'est important. Pas je le pense, je sais que c'est important pour les gens qui nous suivent et qui nous écoutent de comprendre qu'on est très, mais très choyés au Québec d'avoir cette équipe, la spécialisation de chacun qui sont impliqués dans ces dossiers-là parce que c'est un travail qui demande énormément d'effectifs, mais aussi le fait d'avoir tous ces gens-là, que ça travaille en étroite collaboration, ça ne peut être qu'un plus pour les familles qui malheureusement vivent cette situation-là, mais pour nous aussi, au réseau Enfants Retour, c'est sûr qu'on a notre partie à faire pour s'occuper de ces familles, mais on est très... dire juste satisfait, c'est pas assez, mais on est très choyé. C'est un bénéfice de pouvoir avoir les gens comme vous au niveau des services policiers et puis tous les autres partenaires provinciaux et au niveau fédéral de travailler d'arrache-pied dans ces dossiers-là. Et comme tu disais, personne lâche tant que les enfants ne sont pas de retour. Et c'est bien aussi que tu parles d'espoir parce justement, on se prépare pour le 25 mai, oui, qui est la Journée internationale des enfants disparus et on travaille beaucoup sur ce thème-là de l'espoir. Et je pense que
ça répond bien justement à ce qu'on fait comme travail. Et, écoute, merci encore infiniment d'avoir été là, ta participation, surtout d'avoir bien expliqué et clarifié les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Et au plaisir de se revoir bientôt dans de meilleures conditions, j'espère. Oui, puis absolument, Pat, je suis entièrement d'accord avec toi, avec ce que tu viens de dire, hein, puis c'est totalement réciproque. Tu le sais, on se parle régulièrement, toi et moi, puis on a travaillé sur plusieurs dossiers ensemble, puis on le voit, l'importance d'avoir des gens spécialisés, passionnés, puis qui travaillent ensemble dans ces dossiers-là. Puis on l'a vu régulièrement, toi et moi, tu sais, à quel point ça peut être efficace de travailler ces dossiers-là ensemble. Donc, merci beaucoup au Réseau Enfants Retour. Merci à toi de l'invitation. C'est une belle tribune pour moi, pour ma division, pour la Sûreté du Québec. Très, très, très heureux d'y avoir participé. Puis, au plaisir. Merci beaucoup, Pat. Salut, Patrick. Bonne journée. Bye-bye. Bye.